L'histoire à laquelle vous allez assister est l'histoire de deux frères. Due fratelli, comme on dit en Corse. Mais on l'a vu ça déjà. Mes soldats, plutôt que de vous ressortir les violons, les crin-crins et de vous rejouer la sérénade sur le mode de « Et ils vécurent heureux avec les chèvres et les mouflons et eurent beaucoup d'enfants », le but de cette vidéo est tout simple. Plutôt que de simplement se remémorer les magnifiques moments qu'on a pu vivre, de revoir ensemble les superbes couchers de soleil et les traversées de crêtes rocheuses, forêts, rocailleuses, j'en passe et des meilleurs, le but de cette vidéo va être de répondre à vos questions, aux innombrables questions que j'ai pu recevoir suite à cette traversée géniale qu'on a effectuée avec mon petit frère d'amour de la Corse, du sud au nord, pendant 10 jours. L'idée, c'est que si jamais, par le plus grand des hasards et le plus grand des plaisirs aussi pour vous, vous le verrez, vous avez envie de vous lancer dans cette traversée, l'idée c'est que vous puissiez le faire avec le plus d'informations, le plus de conseils et le plus de détails possible. C'est la raison pour laquelle cette vidéo va être plus longue que la précédente, c'est la raison pour laquelle elle va être plus détaillée, peut-être plus enrichissante si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, mais aussi probablement plus rébarbative si jamais c'est pas un truc qui vous branche et que ça vous amuse pas de chausser vos croquenots et d'aller vous balader dans l'île de beauté pour réaliser cette aventure. Donc si ça vous branche pas, regardez la petite séquence des passages de drone du début, regardez les petites images, les petits travelling et les couchers de soleil et barrez-vous parce que tout le reste de la vidéo n'est qu'un ensemble de conseils techniques et le plus pratique possible pour permettre à ceux qui ont vraiment envie de se lancer dans l'aventure de le faire dans le plus de sécurité, le plus de confort et le plus de connaissance du lieu et de l'aventure possible. Si ça vous branche, restez donc avec moi. On est parti pour un bon moment d'apprentissage, d'acculturation aussi, mais je l'espère de plaisir et de fun. Bye. Bienvenue chez les cons. Une question qu'un seul mec m'a posée. Tristan, pourquoi? Réponse, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un challenge qui était intéressant. Mon petit frère et moi, on se voit rarement. Je voyage beaucoup, lui aussi. Donc on est rarement tous les deux à Paris. Là, pour une fois, on était en métropole tous les deux en même temps. Et comme on est évidemment passionnés de sport et un peu de challenge, de dépassement personnel et de défis débiles. Et il saute à pieds joints. C'est assez rare. Il va vite en tout cas. Mais c'est efficace, très belle détente. On s'est dit que c'était probablement une bonne idée de faire un truc à caractère sportif et sur un terrain qu'on maîtrisait pas forcément et dans lequel il fallait qu'on s'aventure. Et comme on a vécu en Corse pendant 3 ans, entre 95 et 97, quand j'étais petit et que lui était encore plus petit, on s'est dit que c'était une bonne idée de revenir un peu sur la terre qui nous a vu grandir et d'aller nous aventurer sur cet immense terrain de jeu qui ne demande qu'à être découvert, foulé et conquis. Alors déjà, que les choses soient bien claires, histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance, laissez-moi vous faire le décompte d'une journée type. Une journée type sur le GR, c'est extrêmement simple. Vous ouvrez vos petits yeux au doux son de l'alarme de votre iPhone, de n'importe quelle montre ou réveil dans laquelle vous avez encore des piles. Il est entre 5h, 5h30, 6h, 6h30 si vous faites vraiment la grasse mat. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes dans un dortoir, une espèce de lit superposé XXL avec 40 couchages en haut et 40 couchages en bas. Si vous avez du bol et que vous êtes en plein été, il n'y a que 5 personnes dans le dortoir. Si vous avez moins de bol et que c'est début septembre, il y a 80 personnes dans le dortoir. Vous vous levez. Mes soldats, bonjour à tous. Si vous y voyez rien, je pense que c'est normal. Parce qu'il est 5h30 du mat. On a 10 heures de marche. Ça va casser la gueule. C'est parti. Il fait froid. Vous sortez de votre sac de couchage, vous enfilez vos petits t-shirts, chaussettes, ce que vous avez sous la main, vous repliez votre sac de couchage, vous refaites votre sac, et là plusieurs options. Certains prennent un petit déj, d'autres moins, mais en tout état de cause, ce qu'il va vous falloir faire, c'est sortir du dortoir et affronter la montagne à 6h du mat. Généralement ça pique la gueule parce qu'il fait généralement froid. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'on y voit quand on se lève le matin et qu'on commence à marcher à 5h30 à la frontale, voilà, on y voit comme à travers une pelle. Donc on allume sa petite frontale et là c'est un peu projet Blair Witch, vous voyez. Donc forcément on rate les bornes et on se sépare au chemin. Il y en a un qui reste sur place et l'autre qui avance et qui dit c'est comme ci comme ça, qu'est-ce que je fais? Il y a souvent du vent et là vous avez une mission extrêmement importante avant de prendre la route, ça va être de remplir vos réserves d'eau pour la bonne et simple raison que pas mal des étapes sont dépourvues de sources, de fontaines, et que sur beaucoup des étapes du GR20, vous n'avez pas d'eau. Donc vous avez plutôt intérêt à partir avec une quantité d'eau conséquente. Donc la toute première tâche incontournable du matin, c'est quoi qu'il arrive, de vous abreuver, boire en conséquence avant de vous mettre en route, et ensuite de remplir vos gourdes, bouteilles ou camelback si vous en avez. Je vous le conseille, ça coûte 10 balles chez Decathlon, ça sauve la vie, c'est extrêmement pratique. Vous partez avec 2 litres de flotte, 2 litres 5, 1 litre 5 si vous êtes une fille et que vous avez éventuellement un plus petit gabarit, ou alors que vous buvez pas énormément. Et là, vous entrez
dans la mission. Vos journées ne ressemblent plus à ce à quoi elles ressemblent quand vous êtes à Paris et au travail normal. Non, là, vos journées n'ont plus qu'un seul but, un seul et unique objectif, marcher. Partir du refuge dans lequel vous avez passé la nuit et traverser une étape si vous n'en faites qu'une sur la journée, 2 étapes si vous doublez, 3 étapes si vous courez, que vous trailez, que vous êtes vraiment motivé, comme nous sur les 3 dernières par exemple, pour rejoindre le refuge dans lequel vous allez passer la nuit suivante, manger, boire, vous étirer un coup, prendre une douche froide, caguer si ça vous chante et pioncer jusqu'au lendemain. Les journées sont aussi simples que ça. C'est dramatiquement basique, mais c'est la réalité sur le GR20. Vous n'avez pas d'autres tâches, vous n'avez pas d'autre ambition que marcher et faire de la distance, bouffer de la route pour vous rapprocher de l'objectif final. En un sens, c'est extrêmement libérateur parce que c'est tellement simple que vous pensez à rien d'autre. La seule mission, c'est celle de prendre la route et d'être suffisamment valide, en forme et bien reposé pour pouvoir avancer et progresser vers votre objectif. D'un autre côté, les distractions sont pas monnaie courante et vous avez intérêt à avoir une solide vie intérieure ou alors un compagnon de voyage plutôt intéressant et plutôt cool avec qui vous partagez des trucs sympas parce que sinon vous allez trouver le temps très long. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, voire 11 heures de marche par jour, ça casse la gueule. Et même si sur certaines étapes, on a réussi à boucler plutôt tôt, c'est pas facile à dire, et à arriver vers 13h, 13h30, il y a certaines étapes au cours desquelles on a marché pendant 10 ou 11 heures et on est arrivé à 16h ou 17h au refuge, et ça nous rendait complètement débiles. Ça fait 10 heures qu'on marche. C'est en train de nous rendre débiles. On est débiles. Complètement débiles. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous partager mon ressenti, je vais vous faire part de mon expérience, puisque mine de rien, j'ai réussi à boucler ce challenge, et je vais également vous donner le plus d'informations techniques et de situations possibles pour vous permettre d'évaluer vous, si c'est à votre portée, ou si c'est encore un petit peu trop difficile, ou si vous pourriez le faire les doigts dans le nez. C'est ça l'idée. Alors le premier point hyper important, c'est que le GR20, bien que se situant en Corse, n'a rien à voir avec ce que vous connaissez probablement de la Corse si vous y êtes allé 2-3 fois en vacances avec des potes. Si vous êtes allé à Bastia, à Ajaccio, à Portici, à Porto Vecchio, à Boniface ou je sais pas où, ça n'a strictement rien à voir. En Corse, on est habitué à y aller généralement au mois où il fait plutôt beau, entre mai et septembre, généralement l'été, et il fait entre 30 et 35 degrés. On va se baigner, c'est cool, éventuellement on s'aventure un peu dans l'arrière-pays, on va faire 2-3 via ferrata et des petites escapades, mais c'est tout. Là, ce qui vous attend, si vous partez sur le GR20, ça n'a rien à voir. C'est le Mordor, mes petits potes. On traverse, puisque c'est le but de cette randonnée, tous les points les plus en altitude de la Corse jusqu'au Monte Cinto, qui est à peu près à 2700 et quelques mètres. Et le Monte Cinto, juste là. Donc, ce qui vous attend, c'est pas une petite sortie plage, tong, on va nager dans des eaux cristallines. Non, walou. Ce qui vous attend, c'est la traversée d'une des régions les plus montagneuses de France, tout bêtement. Même si, comme son placement sur la carte l'indique, c'est très au sud et qu'il est censé faire très beau et très chaud. Donc déjà, enlevez de votre esprit que, oh, on part en Corse, ça va être cool, il va faire 50 degrés, c'est chouette. Non, il y a des moments où vous allez vous peler le cul, il y a des moments où vous allez vous taper des rafales de vent, il y a des moments où vous allez chialer votre mère parce que vous partiez en Corse, la fleur au fusil, et qu'en fait, vous allez vous retrouver sur un terrain qui est relativement hostile. Donc déjà, il y a une petite préparation mentale à effectuer que je n'avais pas faite et qui m'a frappé en pleine face quand je suis arrivé là-bas. Le deuxième point à comprendre, c'est que GR, ça veut dire grande randonnée, et que le GR20, donc ce GR de Corse, est considéré comme l'un des plus durs d'Europe. Pas forcément le plus long, pas forcément le plus éprouvant, mais en tout cas un des plus techniques. C'est-à-dire que c'est pas de la randonnée que vous faisiez quand vous aviez 8 ans, que vous alliez en colo, que votre maman vous préparait un petit sac La Fuma de 5 litres et vous filez un goûter avec une brique de jus d'orange et un petit sandwich au Nutella et vous disiez ok, on se voit ce soir, attache bien tes lacets. Non, c'est de la grande randonnée, c'est-à-dire que c'est pas du chemin plat sur lequel vous allez marcher dans des sous-bois, dans des prairies, etc., voir des paysages sympas, etc. Il y a des endroits qui montent vénère, il y a des endroits qui descendent vénère, il y a des endroits très escarpés. C'est dans ce genre de contexte qu'il faut pas La paix, bon Dieu. se péter la gueule. La paix, bon La Dieu. paix, bon Dieu. Il y a des endroits où vous avez même des chaînes, vous avez même des cordes, vous avez même des mains courantes en métal pour pouvoir vous tenir. Il y a des endroits où si vous faites de la merde, ce qui vous attend, c'est la chute. Si tu tombes, tu chutes. Si tu chutes, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. Et le troisième point de base auquel il faut que vous ayez accès pour pouvoir comprendre un peu comment s'organise la globalité du truc, c'est que ces 180 km de randonnée sont répartis en étapes. Évidemment, personne, enfin presque, ne fait 180 km en montagne avec des dénivelés de fils de putois sans s'arrêter, sans dormir et sans faire de halte.
Le parcours est réparti en 16 étapes. Donc si vous calculez bien, ça fait à peu près 10-12 km par étape. 12 fois 16, est-ce que je dis pas de la merde? C'est bien ça. Donc 16 étapes qui constituent autant de refuges, de montagnes, qui séparent les tronçons de ce parcours de 180 km et qui vous permettent donc de faire des haltes, c'est-à-dire de partir d'un refuge le matin, de marcher pendant entre 4 et 8 heures en fonction de la vitesse à laquelle vous marchez, et vous arrêtez le soir venu dans le refuge suivant, manger un morceau, passer la nuit, et ensuite repartir le lendemain pour faire le trajet qui vous sépare du refuge dans lequel vous avez dormi jusqu'au refuge suivant, et ainsi de suite sur les 16 étapes pour arriver jusqu'au bout du parcours et des 180 km. 16 étapes, normalement donc la randonnée, si vous le faites au rythme qui est prévu par les guides, les topo guides et la sagesse classique de la randonnée sur ce parcours-là, ce parcours est fait pour être fait en 16 jours. Avec mon petit frère, on l'a fait en 10 jours. C'est pas un exploit de taille, il y a des gens qu'on a rencontrés qui l'ont fait en 7, il y a des gens qu'on a rencontrés qui l'ont fait en 6, il y a des gens qu'on a rencontrés qui l'ont fait en 5, et il y a même des mecs, et notamment un, qui l'a fait en 32 heures, Kylian Jornet. Félicitations, on n'est pas dans la même catégorie d'hommes, apparemment, il y a les humains et les extraterrestres. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous donner une expérience réaliste de cet événement. C'est parti. Vous l'avez compris, en fonction de votre état physique, de votre habitude de la randonnée, de votre envie aussi de vous mettre dans le dur ou pas, de faire une randonnée tranquillou, de prendre pas mal de photos, de filmer du contenu ou alors de vous faire un vrai challenge sportif, vous pouvez adapter la longueur de ce challenge en allant plus ou moins vite. Il est possible de doubler certaines étapes, tout simplement. Si on vous dit que l'étape du jour fait 5 heures de marche et que l'étape du jour d'après fait 4h30, et bien plutôt que de vous dire je vais faire une étape, je vais marcher 5 jours, je vais arriver dans le refuge et le lendemain je marcherai 4h30 et j'arriverai dans le refuge d'après, vous pouvez vous dire ok, je vais bombarder, je vais aller vite, je vais gagner du temps et je vais faire ces 2 étapes en une seule journée, ce qui s'appelle doubler, et donc je vais faire 4 heures sur une étape, 5 heures sur une autre et je vais marcher 9h30 et quelques dans la journée et arriver donc pas au premier refuge qui était prévu mais à celui d'après. Ce qui fait que si vous faites ça tous les jours, que vous doublez tous les jours, même si c'est pas forcément tous les jours conseillé, mais c'est faisable, bah au lieu de 16 jours, la randonnée devient une randonnée de 8 jours. Elle est 2 fois plus difficile parce que vous allez vous bouffer 2 fois plus de distance, 2 fois plus de difficulté et 2 fois plus de dénivelé tous les jours, mais c'est faisable. Alors première question pour se mettre dans le bain, comment est-ce que vous êtes organisé sur les étapes? Il y a tout simplement un site du GR20 qui est le site du Parc Régional Naturel de Corse qui vous permet de réserver vos places en refuge. Alors est-ce que c'est absolument indispensable? Pas forcément. Il y a beaucoup de gens, et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire, qui sont partis un peu la fleur au fusil sans réserver. Généralement, ces gens-là emmènent une tente avec eux. Parce que qui dit pas de réservation, dit que si vous arrivez le soir dans un refuge après votre journée de marche et que vous êtes éclaté et que malheureusement pour vous, il n'y a plus de place parce que toutes les places ont été bookées, bah vous allez dormir dehors. Si vous n'avez pas de tente, dormir dehors par 2500 mètres d'altitude, ça calme son homme. Donc généralement, les gens qui se permettaient de ne pas avoir de réservation dans les refuges se trimballaient une tente et du coup, ils faisaient en fonction. Quand ils arrivaient dans un refuge et qu'il y avait de la place, ils dormaient dans le refuge, sinon ils dormaient sous la tente. À savoir que généralement dans les refuges, que vous réserviez ou pas, il y a 2 options. Vous avez une option en refuge à proprement parler, c'est-à-dire dans les baraquements qui sont des lits en bois, un peu comme dans un camp de concentration, avec des matelas collés les uns aux autres, vous pouvez dormir là-dedans, ou alors généralement, la plupart des refuges offrent également des tentes qui sont déjà plantées et déjà installées à l'extérieur des installations en dur, et donc vous pouvez réserver une place sous la tente pour 1 ou 2 personnes, c'est des tentes Quechua 2 secondes qui sont plantées avec des piquets, etc. Et vous pouvez dormir sous la tente. Quoi qu'il en soit donc, ce dont vous avez besoin, c'est évidemment d'un sac de couchage, parce que même si vous êtes dans le refuge, il y a simplement un matelas, il n'y a pas de drap, et qu'en montagne, la nuit, on se caille les miches. Donc ce qu'on a fait avec mon petit frère, c'est qu'on avait balisé une sorte de parcours et qu'on a réservé les refuges en fonction de la vitesse à laquelle on pensait pouvoir faire le truc, certaines étapes étant des étapes simples, notamment au début pour se mettre un peu dans le rythme, et certaines autres étapes étant des étapes doublées, donc combinant 2 étapes en une pour arriver au refuge d'après et gagner du temps. On avait balisé ça pour le faire initialement en 10 jours, et malgré tous les obstacles et toutes les déconvenues comme vous allez le voir, on a réussi à tenir notre pari, ce qui est plutôt pas mal. Donc oui, on avait réservé à l'avance les refuges sur le site du parc, vous pouvez le faire, vous payez en ligne et ensuite vous avez votre confirmation de réservation et pointez-vous avec la confirmation de réservation dans les refuges parce qu'ils vous la demandent tous les soirs. Si vous avez plus de batterie sur le téléphone, vous l'aurez dans le cul. Donc pointez-vous avec le papier, c'est mon conseil le plus honnête. Donc oui, on avait tout réservé. Est-ce que ça nous a permis d'être safe? Oui, parce qu'il y a des soirs où on est arrivé avec des gens qui eux n'avaient pas réservé et clairement ils ont dormi dehors. L'inconvénient en revanche, c'est qu'il y a certains jours où on avait réservé, on était particulièrement en forme et on est arrivé dans le refuge qu'on avait réservé pour la nuit à
13h, 13h30, et clairement l'autre étape étant à 3, 4 ou 5 heures de marche, et ben là-dessus on aurait pu facilement enchaîner, arriver à 6-7 heures du soir et en fait gagner du temps sur le parcours et donc le faire potentiellement en moins de 10 jours. Le but n'était pas non plus de se mettre la course à l'échalote, mais c'est vrai que si on n'avait pas réservé toutes ces étapes, on aurait eu davantage de flexibilité et on aurait probablement pu gagner du temps en pratique. En réalité, ça veut aussi dire que probablement on se serait exposé au fait de dormir dehors et comme on traînait pas de tente, ça aurait pu être plus problématique. Mais vous voyez, il y a plusieurs options et vous pouvez être plus ou moins flexible en fonction de vos objectifs. On a donc dormi tous les soirs dans les refuges qu'on avait réservés, certains soirs dans le refuge en dur et certains soirs, notamment au refuge d'Asino et à Honda, on a dormi sous la tente parce que ces refuges ne proposent tout simplement pas d'hébergement en dur. Certains ont cramé, certains ont été infectés par pas mal de trucs, donc c'est que des tentes. Pendant qu'on y est, on va vous en raconter une bien belle. Étant donné qu'on n'a pas été aux toilettes ni hier ni ce matin en partant, au bout de 8 heures de marche quasiment, on a eu en plein bois une petite envie. Du coup, on s'est dit qu'on allait synchroniser nos besoins et poser culotte chacun de part et d'autre du chemin. On avait croisé personne depuis 2 heures, parce que là on est sur la fin de l'étape, sinon ça voudrait dire que les gens seraient partis beaucoup trop tard, qu'ils se mettraient en danger, les gens partent tôt. Du coup, personne depuis quasiment 1h20, on se dit ok, on pose une pêche chacun d'un côté de la route, on commence à baisser nos frocs, on fait notre petit business, et là, il y a un Jean-Michel pas de chance qui débarque, au milieu genre coucou, sur le chemin, tranquillou, comme si de rien n'était, alors qu'on était en train de déposer le bilan. Moralité, même dans la montagne corse, on n'est jamais tranquille. Voilà. Alors une question importante parce que quand vous allez penser préparation, vous allez forcément penser budget. On me demande, ça coûte cher parce que la motivation je l'ai, mais est-ce que ça coûte cher? Il y a plusieurs points à prendre en compte dans le calcul de votre budget. Il y a évidemment la réservation ou non, mais de toute façon il va falloir que vous payiez des refuges. Le camping sauvage est interdit en Corse, donc vous ne pouvez pas théoriquement vous pointer avec votre tente et vous foutre au milieu de la verte un peu n'importe où. Par courtoisie et tout simplement pour rentabiliser les installations, à partir du moment où vous vous installez dans un refuge, même si vous venez avec votre tente, il faut quand même que vous payiez un petit tribut qui doit être de 6 ou 7 euros je crois, parce que vous utilisez les installations, vous allez prendre un peu l'eau s'il y en a, vous allez éventuellement utiliser les toilettes, etc. Donc il y a forcément un budget minimum. À 2, avec réservation de tous les refuges, donc de 9 ou 10 refuges de mémoire si je me souviens bien, ça nous a coûté à peu près 220 € de réservation à 2 pour toutes les nuits du trajet. Sachant qu'on est allé relativement vite puisqu'on a fait en 10 jours au lieu de 16. Si vous prenez forcément 16 jours pour faire la traversée, vous allez avoir plus de nuits réservées, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc à peu près 220 € à 2, donc ça fait 110 € chacun. À cela s'ajoute le prix pour aller en Corse. Si vous vivez en Corse, vous n'êtes pas loin. Si vous n'êtes pas en Corse et que vous êtes sur le continent ou ailleurs en Europe, forcément il va falloir que vous voyagez jusqu'à arriver en Corse ou jusqu'au nord vers Calvi ou jusqu'au sud. C'est ce qu'on a fait nous, on est parti du sud au nord, donc on est arrivé en avion via l'aéroport de Figari et ensuite merci Nana d'être venue nous chercher. On a fait le petit trajet en voiture jusqu'à Conca, qui est le départ du sud, pour ensuite faire toute la traversée à pied et rentrer ensuite par le nord. Donc ça va dépendre de comment vous rentrez, de l'endroit où vous êtes, mais forcément il va falloir arriver en Corse pour pouvoir mettre les pieds en Corse et faire le GR20. S'ajoute à ça toute la bouffe, mine de rien, que vous prévoyez votre nourriture en avance si vous voulez partir en autonomie complète. Je vous le déconseille, mais c'est un peu l'idée qu'on avait au début. Ou alors, si vous achetez la bouffe dans les refuges sur place, ce sera forcément plus cher d'acheter la nourriture sur place, mais ce sera moins contraignant parce que vous en aurez moins à trimballer. Forcément, c'est un budget. Vous comptez 10-12 jours de nourriture et d'alimentation totale pour un sportif, avec un total calorique qui est quand même relativement important parce qu'on se dépense pas mal dans la journée. Vous comptez le fait que vous êtes en Corse et que le niveau de vie et les conditions tarifaires en Corse sont plus élevés que sur le continent à cause du caractère insulaire et du fait qu'importer les aliments forcément coûte plus cher. Et vous comptez le fait que vous êtes dans des refuges coincés en haute montagne avec pas d'autre alternative que d'acheter la bouffe qu'on vous propose. Et forcément, l'addition sur la bouffe est relativement salée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas passer 3 mois à acheter de la bouffe surcotée par rapport à votre Monoprix de province ou à votre petit Franprix parisien. L'avantage, c'est que vous allez passer entre 10 et 15 jours sur place, donc ça va pas non plus vous coûter une fortune. J'ai pas fait le compte méticuleux de toutes les dépenses de bouffe qu'on avait engendrées sur ce trip, parce que clairement, à la fin des journées de marche, après avoir marché 10, 11, 12 heures et avoir les pattes en croix, j'avais autre chose à foutre et autre chose à penser, mais vous comptez votre ration alimentaire classique et ce que vous payez pour 10 ou 12 jours de bouffe quand vous êtes chez vous et vous le multipliez par 2, je pense que c'est safe. Alors, une question importante pour les petites mauviettes que vous êtes et que je suis également. Est-ce que c'était pas trop dur au niveau des conditions de vie, couchage, hygiène? Alors, la plus grosse acculturation, probablement, si vous êtes déjà sportif sur le GR20, tient
aux conditions de vie et à l'hygiène, mine de rien. Les conditions de vie sur le GR20 sont spartiates, pas forcément précaires, pas forcément difficiles, clairement pas insurmontables, mais spartiates. Vous le savez, je suis un fervent pratiquant et défenseur de la douche froide depuis pas mal d'années. Ça tombe bien, parce que sur le GR20, vous n'aurez, sauf exception, pas d'eau chaude. On est en montagne, il n'y a personne pour vous chauffer un ballon, un thermostat, ou vous tournez le bouton rouge sous la douche. La douche est froide, à part globalement à Witzavon, au tout premier refuge à Conca par exemple, ou à Calenzane si vous partez du nord, là vous avez de l'eau chaude. Le reste du temps, dans disons 75 à 80% des refuges et des étapes sur votre parcours, vous n'aurez pas d'eau chaude. Et quand je dis pas d'eau chaude, quand vous êtes à environ 1800-2000 mètres d'altitude, l'eau est froide sa mère. À Asinao, à Paliri, à Manganou, quand vous allez prendre la douche, si vous n'êtes pas du tout habitué à l'eau froide, ça va vous piquer le cul sévèrement. Bon, je pense que c'était très clairement la douche la plus froide qu'on ait pris de toute notre vie. La dernière de toute ma vie. N'est-ce pas, Félix? Pour ce qui est du reste des conditions de vie, vous allez forcément dormir ou en refuge ou sous une tente. Donc c'est des conditions de vie qui sont relativement spartiates. On ne dort pas forcément extrêmement bien. Si on est habitué, on peut dormir plutôt pas mal, mais généralement les deux problèmes, c'est la qualité du sommeil. Sous la tente, vous êtes tout seul ou à deux si vous voyagez avec quelqu'un, avec votre nana, avec votre mec si vous êtes une fille, ou avec votre pote ou avec votre petit frère comme dans mon cas. Sous la tente, vous n'êtes pas nombreux, par contre, vous êtes soumis au vent. Si les tentes sont mal placées, si c'est le refuge qui les a placées ou si c'est vous qui êtes débile et que vous avez mal placé votre tente, vous êtes dans un couloir de vent où vous êtes mal abrité, vous allez avoir le vent qui va taper sur les parois de la tente et c'est difficile de dormir quand vous avez l'impression qu'on vous secoue la tente comme ça à 3h du mat pour vous tirer du pieu. Clairement, c'est pas ouf. Si vous êtes dans les refuges, en fonction du monde que vous allez croiser, si vous le faites en plein juillet ou plein mois d'août, il y aura moins de monde, donc potentiellement vous n'aurez pas énormément de monde dans les dortoirs, donc vous pourrez dormir de façon plutôt tranquille. Si vous le faites au début du mois de septembre, comme ça a été notre cas, et que vous êtes au moment où tous les Allemands débarquent pour faire le GR20, vous allez avoir énormément de monde dans les dortoirs. Qui dit énormément de monde dit potentiellement beaucoup plus de monde qui bouge, qui se lève la nuit pour pisser, pour boire, qui ronfle, et forcément la qualité de votre sommeil va en prendre un coup. Indispensable, les boules quies et le masque de sommeil. Même en ayant un sommeil hyper lourd, même en étant crevé, si vous n'avez pas ça, vous allez forcément vous réveiller 15 fois par nuit. Votre sommeil va en prendre une énorme claque, votre récupération va en prendre une énorme claque et forcément vous allez être ou de mauvaise humeur, ou mal récupéré, ou vous fatiguez à outrance, ou vous blessez. Donc boules quies et pas les petites boules quies qui filent dans l'avion en polyester vert fluo. Non, les vraies boules quies en cire qui se foutent dans l'oreille et qui ne bougent pas et le gros masque de sommeil occultant qui vous permet de plus rien voir même si les mecs sont en train de faire une discothèque à côté. C'est forcément un peu plus spartiate que votre petite vie parisienne dans laquelle il se passe jamais rien et dans laquelle vous êtes totalement à 100% tous les jours dans votre zone de confort, mais je crois que c'est aussi ce qu'on va chercher quand on fait le GR20, sortir un peu de sa zone de confort pour vivre des expériences un petit peu uniques. Alors une autre question de déballage, donne-nous le détail complet de ton sac. Ça part en What's in my bag? Alors les chippies. Le détail complet de mon sac, il est extrêmement simple. J'ai pris un sac Quechua que ma petite soeur m'a prêté, qui est un sac 40 litres. Erreur peut-être parce que si j'avais eu un sac plus petit, j'aurais trimballé moins de daubes, mais de toute façon, j'avais trop de daubes à trimballer pour mettre ça dans un sac de 30 litres, donc la question est vite réglée. Un sac de 40 litres dans lequel j'ai trimballé mon sac de couchage, beaucoup trop de fringues de rechange, parce que je me suis dit, je vais prendre tous mes fringues Gymshark, je vais shooter ci, je vais shooter ça, là on va faire des super belles photos, etc. Non, quand il fait 5 degrés, que vous prenez le vent en pleine face et que vous dites, attends, il faut que j'enlève mon kawaii pour mettre mon t-shirt préféré et shooter telle collection, non, vous le ferez pas, donc oubliez. Donc, un sac de couchage, beaucoup trop de fringues de rechange, mine de rien, le drone, et oui, on n'a rien sans rien, et ces magnifiques plans à la Steven Spielberg, il fallait bien se trimballer le drone pour pouvoir les faire, même si, comme vous allez voir, ça m'a coûté beaucoup plus cher que prévu. De l'eau, au début, on était parti avec des bouteilles en plastique comme des énormes touristes. Je me suis vite rendu compte que défaire le sac toutes les 10 minutes pour pouvoir boire, l'enlever, le remettre, c'était un supplice infernal. Donc j'ai racheté le camelback d'un mec qui s'appelle Antoine, d'ailleurs, que j'ai croisé sur la première étape et qui lui finissait parce qu'il le faisait dans l'autre sens. Antoine, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie si tu vois cette vidéo. Bijoux. Et enfin,
Dernière chose qui prenait pas mal et peut-être même beaucoup trop de place dans le sac, la bouffe. On a voulu assurer un minimum en emmenant de la bouffe de qualité pour pouvoir être sûr de ne pas être pris trop au dépourvu sur les refuges. Vous allez voir dans un deuxième temps pourquoi et comment on s'est organisé avec cette bouffe, mais je pense qu'on en a pris beaucoup trop. Tout ça, c'était le gros de ce qu'on trimballait au quotidien. À ça se rajoutent tous les petits trucs en plus qui traînent au fond de votre sac. Les complis d'ampoule, la crème solaire, un stylo, des capotes. Un carnet dans lequel j'ai noté toutes les aventures du GR à la main, et oui, à l'ancienne, comme à la guerre, et que je vais même vous donner si vous voulez consulter ce carnet pour avoir mes notes à chaud, toutes mes réactions et des précisions qui seront évidemment pas dans cette vidéo. Cliquez dans le premier lien en description de la vidéo et vous aurez accès à mon carnet que vous pourrez télécharger. J'ai pris des photos des pages tout simplement, je ne vais pas vous envoyer mon carnet, mais j'ai pris des photos des pages et vous pourrez lire et vous remémorer toutes les étapes du trajet comme moi je les ai vécues au moment où je les ai écrites. Juste en dessous le premier lien, cliquez dessus, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratuit. Une lampe frontale, une cuillère en plastique, des bouchons d'oreilles, un masque pour pouvoir pioncer la nuit, bref, pas mal de petits trucs auxquels il est important de penser, mais mine de rien qui prennent de la place accumulée. Tout ça au début du parcours équivalait, en comptant les 2 litres d'eau dans le sac, à environ 14 kilos avec le sac sur le dos. Ça fait mine de rien pas mal lourd vu la gueule du parcours, je vous l'assure. Alors j'ai une géniale question de monsieur Rivola, mon grand, merci de ta question, qui nous dit « Comment as-tu géré l'aspect alimentation? As-tu privilégié certains macros sur d'autres? Ça donne pas trop soif le beef jerky, well done les champions. » Alors, c'est là que le bas blesse et c'est là qu'on s'est organisé peut-être un peu trop bien. Si vous regardez sur internet, notamment sur le site du GR20 et sur les blogs qui sont dédiés, ce qui est disponible en termes d'alimentation sur le parcours, vous allez vite vous rendre compte d'un truc essentiel, ça manque cruellement de protéines. Pourquoi? Parce qu'on est en France et que malheureusement, les gens qui touchent à l'organisation des événements ou des parcours sportifs n'ont aucune considération pour l'alimentation de ces mêmes sportifs, ce qui est déplorable, mais bref, les gens ont l'air de se dire que les protéines, c'est pas important pour conserver sa masse musculaire, surtout quand on fait pas de musculation et qu'on n'a pas de stimulation, notamment du haut du corps, pendant quasiment 10 jours à 2 semaines. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, plutôt que de crever de faim et en plus de perdre de la masse musculaire à volonté, on va emmener un minimum de protéines pour avoir tous les jours notre seuil de protéines et pouvoir conserver notre densité musculaire durement acquise. Le truc le plus flagrant, c'était sur les petits déj. Si vous jetez un œil au petit déjeuner proposé sur le parcours dans les refuges, tous les matins pour 7 ou 8 euros, attention, roulement de tambour, vous avez droit à 1 ou 2 croissants, quelques biscottes, une demi-baguette, bref, du pain, des lipides, des glucides certes, avec, oh attention, un peu de beurre si vous êtes chanceux, de la confiture, un jus d'orange et un chocolat chaud, un thé ou un café, bref, une boisson chaude. Super, protéines là-dedans. Peanut, Walou, pot de balle, pot de zombie, 0. Donc évidemment, comme on se casse pas le cul à essayer d'optimiser sa nutrition pendant toute l'année pour maintenir son seuil de leucine et de protéines à flot et arriver à conserver voire développer sa masse musculaire et mettre un coup de fusil dans ses bonnes résolutions pendant 2 semaines tout simplement parce qu'il n'y a pas de protéines sur le parcours, on avait prévu large et on s'est dit qu'on allait partir avec un maximum de protéines pour pouvoir suppléer à ce qui manquait sur le parcours. On est donc parti avec du beef jerky. Quand je vous dis du beef jerky, c'est beaucoup de beef jerky, c'est tout simplement de la viande de bœuf séchée, ce qui est une des façons les plus simples de trimballer des protéines, je pense. On est donc parti avec des barres de protéines, ce qui n'était pas forcément la meilleure option parce qu'avec la chaleur, etc., le chocolat a tourné et que, je vous passe les détails, mais ça nous a quand même pas mal filé la chiasse. Et regardez bien ce coup de génie qu'on va faire là. On va échanger au refuge de Landa toutes ces barres MyProts qui filent la chiasse quand on en bouffe trop contre de la vraie bouffe. Vous allez voir ça. On va faire du troc. Et ensuite, on est parti avec de la nourriture très dense caloriquement. J'ai nommé des oléagineux. On est parti avec 2,5 kg en tout d'amandes ainsi que 2,5 kg de fruits secs, à savoir bananes séchées parce que c'est délicieux et que c'est plein d'énergie et de calories, abricots secs et raisins secs. Donc je vous laisse deviner en tout la gueule des sacs et de la cargaison, mais ouais, c'est la raison pour laquelle on avait 14 kg sur le dos au départ de l'aventure. Allez, zou. Allez mon mignon, première. Ça passe bien. Ouais, ça passe bien, ouais. Ouais, c'est vachement cool. Est-ce qu'on a bien fait? Alors, évidemment, il n'était pas question de taper les petits déj des refuges sans aucune protéine et de s'envoyer 500 cales, surtout pour 8 € avec 6 grammes de prot. Hors de question. Mais la vérité, c'est qu'en fait, dans les refuges, à chaque fois, vous pouvez acheter des boîtes de thon
des boîtes de sardines et souvent des raviolis dans lesquels mine de rien il y a un peu de viande, des saladières de thon donc qui sont hors de prix, elles sont à 4,50 €, mais vous avez quand même parfois quasiment 20 grammes de prot par portion, donc il y a des options. Après vous ne voyez pas forcément manger le matin des boîtes de thon, des boîtes de sardines, des boîtes de maquereaux ou des saladières de thon. Moi si, ça me dérange absolument pas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Vous allez me dire, est-ce que dans ces cas-là vous voyez davantage vous envoyer du beef jerky ou pas? C'est pas sûr, moi ça me dérange encore une fois pas, mon petit frère non plus, mais c'est les options que vous avez. Si j'avais su, j'aurais trimballé un truc excessivement simple et je l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça allait être encombrant et que j'aurais pas accès à de l'eau à volonté, mais j'aurais trimballé ça, enfin peut-être pas cette taille là parce que pour 10 jours c'est peut-être un peu too much, mais j'aurais tout simplement pris des protéines en poudre, de préférence de la marque Optimum Nutrition évidemment, et de préférence si vous n'avez pas encore goûté avec le nouveau parfum de chocolat hazelnut parce que c'est une tuerie. Pourquoi est-ce que j'aurais trimballé ça? Tout simplement parce que, étant donné que c'est déshydraté, c'est une des meilleures façons de trimballer une quantité maximale de protéines pour un encombrement et un poids minimal. Ce qui m'a freiné, c'est que je me suis dit, on n'aura pas d'eau, ça va être compliqué, il va falloir acheter des bouteilles de flotte et ça va être un enfer. En vérité, si vous faites votre calcul intelligemment, si vous faites comme nous, vous doublez quasiment toutes les étapes, dans la journée, vous traversez ou vous croisez 3 refuges. Celui du matin, que vous quittez le matin après avoir dormi dans la veille, celui à la fin de la première étape que vous allez croiser quand vous allez arriver à peu près à mi-journée, et celui dans lequel vous allez arriver à la fin de la deuxième étape et donc à la fin de votre journée. Ce qui veut dire que vous avez 3 points d'eau parce que les refuges sont situés stratégiquement de façon à ce que vous ayez de l'eau potable, de l'eau de source à chaque fois dans chacun des refuges. Donc si vous avez des protéines en poudre, vous pouvez vous faire un shake le matin, un shake le midi si vous doublez et un shake le soir. À partir du moment où vous êtes dans un refuge, vous avez en accès quasiment virtuellement illimité de l'eau qui est potable et qui est propre à la consommation. Donc il est parfaitement envisageable de vous faire 30 grammes de prot le matin sous la forme d'un shake, 30 grammes de prot le midi dans le refuge que vous allez croiser sous la forme d'un deuxième shake et 30 grammes de prot le soir. Ça vous fera donc 90 grammes de protéines par exemple avec simplement 3 shakers. La dose est ridiculement faible parce que 90 grammes de prot ça fait 100-110 grammes de poudre, donc c'est walou à trimballer, c'est beaucoup plus simple que n'importe quel autre type d'alimentation, notamment les boîtes de thon, parce que pour 93 grammes de thon, vous avez une boîte qui fait 150 ou 170 grammes, donc c'est beaucoup plus facile, et comme vous avez de l'eau, ça se fait en un claquement de doigts. Si vous faites à peu près 70 kg comme moi, en plus de ce que vous allez manger sur la journée, les fruits secs, les oléagineux, etc., vous arriverez largement à votre quota de protéines, et c'est rideau. Donc si j'avais su, j'aurais évidemment trimballé des protéines en poudre, parce que vous avez de l'eau en veux-tu, en voilà, mine de rien, au point stratégique, donc ça aurait été un meilleur calcul. Alors une autre question qui revient souvent, et à laquelle il est capital que je réponde, as-tu fait une préparation physique particulière avant cet incroyable GR20? Ta pratique sportive suffisait-elle d'elle-même? Conseillerais-tu ce parcours à des débutants? Alors, préparation physique particulière, walou, je ne suis ni randonneur, ni montagnard, ni alpiniste, ni grimpeur, ni forestier en montagne, ni coureur de marathon, de trail, de triathlon, j'en passe et des meilleurs. Ce qui veut dire que ma préparation physique était très clairement sous-optimale par rapport à la difficulté du challenge. Mine de rien, j'ai quand même au quotidien un bon niveau d'activité. J'essaye de marcher le plus possible avec mes power walk le matin en répondant à mes emails quand je suis à Paris. J'essaye de me balader le plus possible à pied, de poser mon scooter un peu plus loin quand je vais à un endroit. Bref, ce genre de choses qui font que au quotidien, j'arrive souvent à accumuler à peu près 10 000 pas. Donc, je suis pas non plus totalement sédentaire, j'ai l'habitude de marcher et globalement dans les périodes de l'année où j'arrive à m'entraîner, où je suis pas trop blessé, j'ai quand même un bon niveau d'activité physique et une condition physique acceptable. Donc je partais relativement confiant. Allez Jean-Michel là, on se fait pas rattraper aujourd'hui encore là. Pente douce, pente douce, pente douce. Nous sommes les frères Jean-Michel Gros Ego. Coucou. Même si j'ai clairement pas l'habitude, comme vous le savez, ni de la montagne ni de la randonnée, que je suis clairement pas acculturé à ce genre de pratique. Donc est-ce que ma pratique physique, notamment de la musculation, a suffi pour relever ce challenge? Oui et non. Elle a suffi parce qu'on a réussi à aller au bout, mon petit frère et moi. Non, parce que mine de rien, j'étais pas à la fête sur la plupart des épreuves. Clairement, marcher 10-12 heures par jour, c'est pas idéal. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortaient mine de rien, pas forcément mieux parce qu'ils allaient pas plus vite que nous, mais ils étaient un peu plus à l'aise et un petit peu plus dans leur zone de confort que nous, tout simplement parce qu'ils avaient souvent pratiqué des sports d'endurance. Les gens de la montagne qu'on a croisés sont tous extrêmement modestes pour la plupart, et quand on leur demandait « Non mais vous êtes habitués, apparemment vous faites de l'alpinisme ou de la montagne », ils disaient « Non,
non, moi j'ai rien fait, etc. Et en fait, en discutant avec eux 20 secondes et en creusant un minimum, bah ils nous disaient non mais je suis pas alpiniste, mais bon alors c'est vrai que ouais j'ai fait beaucoup de triathlon, ouais j'ai fait du triathlon en montagne aussi, ouais j'ai grimpé le Mont Blanc et puis je suis descendu par la face nord, oui je fais l'éco-trail aussi et puis j'ai fait le marathon du Mont Saint-Michel, bah c'était mon 7e marathon en fait, mais oui. Voilà, la plupart des gens que vous allez croiser sur le GR20, sauf nous et les rares exceptions de Mickey qui sont venus un peu parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la lumière, la plupart des gens qui font ces étapes et qui les réussissent ont tous ou l'habitude de la montagne ou au moins l'habitude de la randonnée ou pratiquent des sports de nature, des sports d'extérieur, des sports d'endurance. Il y a assez peu de gens avec notre profil finalement qui font de la musculation, des sports de combat, mais qui n'ont jamais foutu une paire de chaussures de randonnée et qui savent pas dans quoi ils débarquent. Il est le ninja. Ninja. Le Gymshark Ninja. Il y a des gens, même des vieux probablement que vous allez croiser, qui paieront pas de mine, qui auront 65, 70 piges parfois et qui vont vous mettre une claque parce que eux auront bien plus l'habitude des conditions de rusticité, de la vie en extérieur, des sports de nature et de la montagne, bien plus l'habitude de marcher, d'enchaîner les étapes, d'être avec du matos sur le dos, des chaussures qui font mal aux pieds, etc. Et donc il y a une certaine acculturation qui est nécessaire. Vous pouvez l'avoir ou pas, mais faites pas les choses de façon inconsidérée. Donc est-ce que je conseillerais cette randonnée à des débutants? Allez, bande de faibles là, abandonnez, montez dans le train, vous avez fait que la moitié du GR, bande de faibles, allez, abandonnez, dernier train pour les lâches. Bah, débutant, ça veut tout et rien dire. Avec mon frère, je considère qu'on a une très bonne condition physique, peut-être lui davantage que moi en ce moment à cause de mes blessures. Donc on n'est pas débutant au sens strict du terme, mais après ça, on n'avait jamais vraiment marché. Moi, le plus que j'avais marché en une fois, c'était pour faire un marche-raton dans Paris avec mes abonnés. C'était certes 42 km, mais c'était sur le plat, sur le goudron, avec des baskets, chouette les pieds, et sans aucun sac de 14 kg sur le dos, avec aucun dénivelé positif de fils de putois. Donc, malgré tout le niveau d'activité que j'ai pu me mettre dans ma vie d'avant GR20, bah, j'avais clairement pas la préparation physique ni l'habitude pour pouvoir encaisser ce genre d'étape. Est-ce que ça m'a empêché de le faire? Bah absolument pas. C'est difficile, on serre les dents, les journées sont longues, vous marchez longtemps, c'est éprouvant, on a mal aux jambes, mais c'est faisable. Après, est-ce que je conseillerais ça à des débutants? Bah tout dépend de quel niveau de débutant vous partez. Si vous êtes absolument débutant dans la randonnée, mais que vous avez déjà fait 5 marathons, des triathlons, des éco-trails, du vélo, de la natation, etc. Bah, pour moi, vous n'êtes clairement pas débutant. Vous avez une base de foncier et une caisse qui va vous permettre d'aller loin et de pouvoir faire les choses en étant confortable et de vous connaître dans un effort d'endurance qui n'était déjà pas mon cas. Si vous êtes totalement débutant en randonnée, que vous n'avez jamais fait de sport d'endurance, que vous n'avez aucune condition physique, que vous ne faites pas de musculation, que vous ne connaissez pas ni dans l'adversité, ni dans l'effort, ni dans le dépassement de vos limites sur le long terme, clairement, le faites pas. Parce que ce sera difficile, vous allez en chier et qu'en plus, vous allez vous mettre en danger. Il y a quand même un minimum de connaissance de ce dans quoi vous allez vous lancer qui est nécessaire. 2210 mètres d'altitude, et il fait même pas froid. Hein, même pas froid. Même pas mal. Bon, par contre, ça crapahute sa mère de sa grand-mère. Si comme moi vous avez virtuellement aucune connaissance de la randonnée et de la montagne, bah au moins vous aurez besoin d'avoir une très bonne connaissance de vous-même pour arriver à faire une moyenne qui fait que vous allez découvrir un environnement nouveau, mais comment vous savez comment vous réagissez globalement d'habitude quand vous êtes en train d'en chier, bah vous allez pouvoir vous accrocher et arriver à bon port. Question hyper intéressante concernant la connectivité et les réseaux sociaux. Cela fait-il du bien de se passer de technologie et de réseaux pendant presque 10 jours? Est-ce que ça t'a rapproché de ton frère? Ouf, pendant 10 jours, ou 12 jours, ou 15 jours, ou 16 jours, ou 5 jours, pendant votre traversée du GR20, vous aurez extrêmement peu de réseau, ce qui ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais clairement, si c'est pour consulter ou télécharger des trucs, c'est globalement mort. Vous pourrez éventuellement envoyer des textos et publier quelques stories en fonction de votre opérateur, comme j'ai pu le faire ici et là, mais globalement, l'accès au réseau est extrêmement restreint. Vous n'avez la plupart du temps, sauf exception, pas de prise de courant dans les refuges. Donc si vous partez la fleur au fusil avec votre appareil photo ou votre iPhone et votre chargeur et que vous espérez pouvoir le recharger tous les jours, c'est peine perdue, ce ne sera pas possible. Dans certains refuges, il y a des prises qui sont tenues par les gardiens de refuge et généralement c'est payant, il faut que vous payiez 2 € pour pouvoir recharger votre téléphone. Si vous trimballez une batterie externe, vous pourrez éventuellement avoir davantage de batterie et le recharger
potentiellement sur toute la durée du trajet, mais ça veut dire trimballer une batterie c'est lourd. La vérité c'est que vous partez pas sur le GR20 pour pouvoir être connecté avec papa, maman, tous vos potes et faire des snaps géniaux de ce qui est en train de se passer. La vérité c'est que vous partez pour réaliser une expérience humaine et sportive et vous sortir complètement de votre quotidien pour aller voir des trucs que vous avez jamais vus, vivre des moments que vous avez jamais vécus, vous confronter à des difficultés que vous avez jamais affrontées et surtout revenir avec les yeux chargés de souvenirs et de moments magnifiques. Et tout ça, ça demande de se déconnecter de A à Z. C'est pas difficile. Vous allez voir, à partir du moment où vous allez mettre un pied sur le GR, vous allez dormir dans un refuge, le lendemain vous vous levez, vous savez déjà plus où vous êtes. Au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez vous enfoncer de plus en plus dans un no man's land technologique et vous allez oublier tous vos vieux réflexes. Plus personne ne check Instagram, Facebook, Twitter, j'en passe et des meilleurs le soir avant de se coucher. Vous n'avez pas de réseau, il n'y a pas de connectivité, il n'y en a quasiment jamais dans les refuges. Le réseau, il est au milieu des étapes, sur les crêtes, quand vous êtes vraiment très haut en altitude et que c'est dégagé autour et que vous arrivez à choper un peu de 3G éventuellement. Mais dans les refuges, il n'y en a jamais. Donc toute cette réalité virtuelle autour de vous, les affres du feed game, qui s'entraîne avec qui couche avec qui et tout ça sur le GR20 on s'en branle parce que ça n'a plus aucune réalité. La seule réalité est celle du trajet et de l'aventure. Vous levez le matin, prendre de l'eau à la source, refaire votre sac, plier votre sac de couchage, mettre votre petit kawaii si vous levez à 5h30 comme nous et qu'il fait froid et partir, marcher, enquiller les bornes, enquiller les montées, enquiller les descentes, enquiller les dénivelés, en prendre le plus possible plein les yeux, vous hydrater comme il faut, vous alimenter comme il faut, ne pas vous blesser, pas faire de conneries et arriver au refuge d'après. Ça pendant 10 jours, je vous assure que ça vous vide la tête, que vous voyez des horizons et des choses tellement différentes que vous ne pensez plus de la même façon qu'avant et que les réseaux sociaux... vous en aurez rien à taper. Du coup, ce qu'on y gagne à faire le GR20, je pense, un grand sentiment de satisfaction. À chaque fois qu'on arrivait dans un refuge, à la fin de la journée, on se tapait dans les mains, on était content de nous, on était fiers d'avoir marché autant et d'avoir accompli ce qu'on a accompli. Regardez-moi ça, si c'est pas ouf! C'est de la vraie neige! Alors qu'il fait genre 20 degrés! Putain, les neiges éternelles, quoi! Un profond sentiment de plaisir dans le dépassement et dans la poursuite et la quête d'un plaisir qui est tout simple, celui de marcher, celui d'être en vie, de respirer, de traverser la nature, les éléments, des forêts, des crêtes rocailleuses, des flancs de collines, des coteaux, des vallons. Vous allez découvrir probablement une partie de vous que vous avez rarement explorée, celle qui tout simplement a pour but de vous faire évoluer, de vous faire marcher. Vous allez revenir peut-être à ce qui fait une sorte de base de l'être humain et c'est assez agréable, une sorte d'essence. C'est assez nouveau pour moi et je dois dire que c'est une expérience sensorielle et personnelle, relativement inédite. Ça fait plaisir. Tu vois Simba, tout ce sur quoi ton regard se pose t'appartient. On peut faire preuve d'un peu de solennité, putain. Bon Dieu. Dans les moments sympas à compter qui sont importants, vous allez aussi rencontrer des gens qui sont tous adorables. Globalement, à part Jean-Michel Pont-de-Douce, tous les gens qu'on a croisés étaient tous excessivement sympas. Pourquoi ça? Parce que les gens sont là dans un but simple. Ils sont là pour se faire kiffer, ils sont là pour aller au bout d'eux-mêmes, pour se dépasser, pour relever un défi qui, somme toute, humainement est relativement compliqué et exigeant. Et du coup, le soir, quand les gens arrivent au refuge, ils aspirent à une seule chose, se poser, boire une bière, prendre une petite pietra, manger un bout de sauce, se relaxer, se délasser, se détendre, oublier les difficultés, les douleurs aux pieds, la journée, les embûches, les obstacles, le découragement, la fatigue, souffler un coup et partager un bon moment avec tous les gens qui sont là avant d'aller se foutre au pieu. Par conséquent, vous allez croiser sur le GR20, je pense, j'en ai la conviction parce que ça a été mon cas, uniquement des gens qui sont adorables. On s'est fait des amis. Je suis en train de le laisser se démerder en anglais avec les voisines de la chambre d'à côté. Il bite que dalle avec son engrais de Pulapis. Ah ok. Mais il parle anglais avec un accent hyper galant. C'est bon. Ça me fatigue. Des gens qui, en l'espace d'au moins 8, 10, 12 jours, partageaient comme ça l'espace de cette aventure, une dynamique commune, une volonté avec nous, la même, d'aller vers l'avant et de se découvrir dans le même processus. Un petit chien avec des chaussettes. Je te mets la soupe avec les pattes. Le seul chien corse avec des chaussettes.
Le petit chien que vous avez vu juste ici, Isia, c'est le chien de Seb et Amanda, et qui était avec 2 amis, Yann et Camille, et qui nous ont suivis plus ou moins tout au long du parcours, avec lesquels on a sympathisé, et avec lesquels on a tapé des énormes bons moments de fou rire et de dîner le soir au coin du feu, j'allais dire. Il n'y avait pas de feu, mais c'était un peu l'ambiance, le plaisir de faire des choses de la même façon, d'avancer dans une dynamique commune et de se retrouver autour finalement des mêmes émotions, des mêmes sensations. En parlant de chiens, il y a pas mal de chiens sur le GR, ils sont beaucoup trop mignons, et les gens qui connaissent bien leur animal et qui en plus connaissent un peu la montagne savent qu'ils peuvent s'aventurer avec leur chien quand il est suffisamment robuste. Et du coup, vous allez voir, si vous le faites, pas mal de chiens qui marchent avec leur maître ou alors même qui portent leurs propres croquettes, voire leur propre réserve de flotte comme cela. Donc si vous aimez les animaux, bah mine de rien, il y a pas mal d'animaux sur le GR. C'est pas le même. Hein. Si un renardeau des bois qui vient manger des pâtes au veau. Qu'est-ce qu'il est mignon! Ah la mignonne tête. Hop, allez. Il prend son truc et salut à tous. Hop là, bonsoir. Il y a beaucoup de toutous, on l'a dit, comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ces manières de monter sur les tables? De facocher. Si vous aimez les reptiles, vous allez être servi. Il y a énormément de lézards. Vous allez voir probablement quand il fait chaud entre 11h et 16h, un lézard toutes les 15 secondes. Des petits lézards verts communs qui courent entre les pierres et entre les racines. Il y en a absolument partout. Chose amusante, j'ai pas vu un seul serpent, ni mon frère, ni moi, ni tous les gens qu'on a croisés sur le parcours avec lesquels on a discuté. Personne n'a vu de serpent sur son GR20. Ce qui veut dire que vous traversez l'intégralité de la Corse, quasiment du sud au nord ou du nord au sud, vous voyez absolument aucun serpent, alors qu'on marche 180 km sur 10, 12, voire 16 jours. Bah, ça veut dire qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup en Corse, mine de rien. Donc si vous avez peur des serpents, très honnêtement, dans les phases d'escalade où vous envoyez les mains pour attraper des rochers, j'avais pas forcément super envie de foutre la main sur une couleuvre. Il n'y a pas de vipère en Corse. Il y a beaucoup de couleuvres apparemment, mais j'en ai absolument jamais vu. Donc sur ce côté-là, vous êtes tranquille. Assez peu de rongeurs, 2-3 gerbilles. Il y a des gens qui ont vu des souris et tout. Nous, que dalle. On a vu une jolie salamandre, noire et orange. Beaucoup de vaches, pas mal de chèvres, des brebis comme celle-là. Et pendant qu'on est en train de grignoter notre saucisson corse, on a été rejoint par un troupeau de brebis. Un putain de troupeau de boucs. J'espère qu'on va pas se faire charger. Et des toutous par dizaines, mais globalement, à part ça, pas énormément de faune sauvage en tout cas. Un petit point sur les blessures. Dégâts physiques, par chance extrême, les baskets que j'ai achetées à l'Intermarché juste la veille du départ du GR20 à Porto Vecchio m'ont permis de ne pas souffrir du tout d'ampoule. La plupart des gens avaient des chaussures qui étaient à mon sens un peu lourdes, peut-être un peu rigides et ont tout simplement les peaux sensibles ou pas forcément l'habitude de marcher avec leurs pieds dans des chaussures pendant 5, 6 ou 10 heures. Et même si c'était pas mon cas, le choix des chaussures que j'ai faites, qui étaient donc des chaussures basses, des Salomon, parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux quand je suis arrivé à l'Intermarché là-bas et le choix était relativement limité, mais des chaussures basses assez souples qui somme toute ressemblent à des baskets de trail, donc avec une semelle crantée un peu épaisse et un peu solide, mais ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire. Tous les gens m'ont dit ah mais tu vas voir là les chaussures basses ça prend pas la malléole, dans le nord tu vas traverser des pierriers, des trucs avec des cailloux, c'est extrêmement rocailleux, quand tu te seras pris 10-15 cailloux dans les malléoles et dans les genoux et machin et tout, bah tu regretteras de pas avoir pris des chaussures hautes et tu vas morfler. Absolument pas, ça dépend de votre technique, ça dépend de comment vous marchez, ça dépend de votre proprioception, de l'aisance que vous avez, éventuellement du coup d'œil que vous avez pour marcher et prendre des appuis de qualité. Et j'ai absolument pas regretté mon choix. Si c'était à refaire, je prendrais probablement même des chaussures un peu plus légères comme celle de Seb. Seb, si tu vois cette vidéo, joli choix. Peut-être des baskets avec un bon amorti, ce qui permet mine de rien de pouvoir être léger, leste sur ses appuis et de pas forcément avoir des chaussures de 1,5 kg à trimballer à chaque pied. Pour ce qui est des conseils, vous l'aurez compris, sur le GR20, il faut prendre les conseils des gens avec une grosse pincée de sel. Beaucoup de gens nous avaient dit, quand on était dans le sud, oh, profitez de la végétation, regardez les arbres, la pelouse, etc. Soyez contents et prenez une grande bouffée d'air frais parce qu'une fois que vous serez dans le nord, vous aurez absolument plus de végétation. C'est le Mordor, c'est tout gris, c'est tout noir, c'est des grandes étendues de cailloux, il n'y a plus un arbre. Non, mais dans le nord, vous aurez aucune végétation, c'est que des cailloux. Vous allez voir, on se croirait dans le Mordor. Et les mecs ont de la merde dans les yeux, c'est pas possible. La vérité, c'est que sur le GR, mine de rien, il y a tout un tas de Jean-Michel qui se racontent leur vie et qui vous croisent et qui s'inventent des vies de mecs. Ouais, je l'ai fait en 4 jours, je l'ai fait en 6 jours, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai fait 3 fois, etc. Et qui vous donnent des pseudo-conseils alors qu'ils y connaissent pas forcément grand-chose, pas forcément plus que vous, et que simplement pour raconter leur guerre et faire les anciens, ils vous sortent un truc. Wow, vous allez voir, le nord c'est puissance 10 par rapport au sud, c'est infiniment plus dur et tout.
Non. Il y a de la végétation dans le nord, il y a des arbres, ouais, il y a des passages plus techniques, ouais, il y a des chaînes, ouais, il y a des endroits où il faut vraiment grimper. Mais honnêtement, ça se fait. Si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire. Voilà mes soldats, cette vidéo est terminée. Terminez bonsoir, comme dirait un certain Claude Ifaucan que je connais. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait kiffer, j'espère qu'elle vous a appris des trucs. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette formidable aventure qu'est le GR20, je vous y invite chaleureusement parce que c'est vraiment un des trucs les plus cool que j'ai fait de ma vie. Si ça vous a plu et que vous avez encore des questions à me poser malgré l'étendue des détails que je vous ai fournis ici, posez-moi vos questions juste en dessous en commentaire de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Rappelez-vous que dans le premier lien, vous avez mon carnet avec toutes mes notes, donc vous aurez encore plus de détails pour satisfaire votre curiosité. Et si vous avez kiffé la vidéo, évidemment balancez-moi un pouce bleu et je vous retrouve dans une prochaine, comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! C'est en train de nous rendre Débile. On est débile. complètement Coco.